Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, nous allons voir maintenant la théorie BCS. Alors, cette théorie est très calculatoire, il y a beaucoup de calculs, beaucoup de développement. Donc, nous verrons ça dans les grandes lignes, nous ne verrons pas le détail des calculs, bien entendu. J'expliquerai les bases physiques, j'expliquerai les différentes étapes, les approximations, les résultats, etc. Alors, quand on regarde un conducteur, les électrons se propagent le long des fils d'atomes. Nous avons vu ce genre de phénomène déjà en utilisant la mécanique quantique. Lorsqu'on a une file d'atomes avec un électron qui a une certaine probabilité, une certaine amplitude de passer d'un atome à l'autre, globalement, l'électron se comporte comme une particule libre avec une certaine masse effective. Donc les électrons circulent très facilement. Mais il en est autrement si les atomes bougent, c'est-à-dire si ils sont animés de vibrations. Et la principale cause de la résistance électrique est due justement à ces vibrations qui gênent le mouvement des électrons. Il s'agit d'interactions électron-phonon, puisque ces vibrations sont elles-mêmes quantifiées. Typiquement, on a deux sortes d'interactions. On a un électron qui heurte un atome, il a une certaine impulsion K, quantité de mouvement, et il se retrouve avec une quantité K moins Q, la quantité de mouvement ayant été communiquée à un phonon, une vibration du cristal. L'autre cas, c'est où l'électron absorbe une telle vibration Q et se retrouve avec une impulsion K plus Q. On peut traduire ces deux types d'interactions par des opérateurs qui parlent de création, destruction d'états phonons ou de changement d'état des électrons, et ça devient des termes de l'hamiltonien. Les phonons ont typiquement une énergie qui est de l'ordre de K fois la température de débit, donc de l'ordre de 10-2 électronvolts, 10 exposant moins 2 électronvolts. Les électrons ont plutôt une énergie du type de l'énergie de Fermi, puisque tous les états dans la sphère de Fermi sont occupés, à basse température en particulier, à basse énergie, et donc les électrons de basse énergie ont toutes les places sont prises, ils ne peuvent pas facilement changer d'état. Seuls les électrons qui sont à la surface de Fermi peuvent acquérir un peu d'énergie pour se déplacer. Donc ils ont typiquement une énergie proche de l'énergie de Fermi, qui est de l'ordre de 5 électronvolts dans les métaux. Donc les collisions sont quasiment élastiques, plus facile à décrire. On peut aussi avoir une interaction électron-électron. Alors bien sûr, il y a la répulsion coulombienne entre électrons. Mais il y a aussi l'interaction qui peut se faire via les phonons. Dans ce cas-là, on a un électron K1, K2 qui va émettre un phonon, qui va être absorbé, K1, K1 moins Q, par K2 plus Q, un autre électron qui va absorber le phonon. Donc, les deux électrons interagissent par l'échange d'un phonon dit virtuel, puisqu'il est créé et détruit dans le même processus. La répulsion coulombienne se produit surtout à courte distance. Elle devient plus faible à grande distance, et de plus, à grande distance, ce qui correspond à de petites quantités de mouvement des phonons, donc pour Q petit, pour de grandes distances, les ions positifs forment un écran à la répulsion coulombienne, et donc la répulsion coulombienne ne dépasse pas un maximum relativement faible. Donc à grande distance, l'effet est essentiellement dû à ces interactions. Celle-ci peut se faire plutôt à grande distance, parce que l'électron émet un phonon qui peut se propager loin dans le cristal avant d'interagir avec un autre électron. Donc cette interaction-là
elle n'est pas écrantée, elle peut agir sur de grandes distances. Si on regarde l'énergie totale, elle est donnée par l'énergie coulombienne plus une énergie d'interaction, et dans certaines circonstances, celle-ci, le total peut être négatif, ce qui aboutit en fait à une attraction entre les électrons. Ces interactions forment une paire d'électrons qui interagit, qu'on appelle paire de Cooper. Si on prend la surface de Fermi, donc tous les états sont occupés ici, et seuls les électrons de la surface de Fermi vont interagir, puisque tous les états sont occupés en dessous. Donc, si K1 et K2 sont proches, petite valeur de Q, la variation de la quantité de mouvement de l'électron est faible. Et pour qu'il se produise, il faut que on ait exactement la même interaction des deux côtés. La probabilité d'une telle configuration est très faible. Par contre, si les électrons ont des quantités de mouvement opposées, lors d'un changement d'une interaction, il y a beaucoup de possibilités. Ici, les lois de conservation, énergie et quantité de mouvement, et le fait que les états intérieurs sont occupés, limitent le nombre de possibilités. Tandis qu'ici, il y a un grand nombre de possibilités possibles, tout en conservant la conservation de l'énergie, de la quantité de mouvement, et en étant uniquement confiné à la sphère de Fermi. L'interaction, dans ce cas-là, est beaucoup plus probable. Une étude plus fine, qui utilise le spin, montre que l'état qui est favorisé par cette interaction est l'état singulier. On a donc des interactions fréquentes de type K, moins K, avec des spins opposés. Cet état forme une paire, donc appelée paire de Cooper. À partir de là, on aboutit à l'hamiltonien BCS. Celui-ci, donc Bardeen, Cooper, Schiffer, ceux qui ont créé cette théorie de la supraconductivité. Cet hamiltonien est composé d'un terme cinétique, qui décrit le mouvement des électrons, plus un terme qui correspond aux interactions de type paire de Cooper. On néglige toutes les autres configurations de paires, étant donné que l'analyse montre que ce sont ces paires qui sont les plus fréquentes. On obtient un hamiltonien qui est assez difficile à traiter par le calcul. Alors pourquoi? Parce que de telles interactions font intervenir plusieurs opérateurs qui parlent de création de phonons, de changement d'état d'électrons, et donc on a des produits d'opérateurs. On obtient un opérateur, un hamiltonien qui n'est pas linéaire, et qui, donc dans ce cas-là, est toujours beaucoup plus difficile à manipuler et à résoudre les équations. Ce qu'on effectue donc, c'est ce qu'on appelle une linéarisation. C'est-à-dire qu'on remplace l'interaction, le produit de deux opérateurs de création-destruction d'état par un opérateur multiplié par une moyenne sur l'ensemble du cristal. On remplace donc ces produits par une combinaison de telles moyennes, ce qui donne un hamiltonien linéaire. Alors, est-ce que cette approximation est valable? Eh bien, puisqu'on parle de moyenne, on peut montrer assez facilement que c'est correct, à condition que le nombre d'électrons, le nombre grand N d'électrons, soit grand. Donc, à l'échelle macroscopique, pour un matériau composé de milliards d'électrons, cette approximation est tout à fait correcte. À partir de là, l'hamiltonien prend une forme plus agréable.
il prend la forme d'une constante, C, grand C, plus une somme de termes linéaires d'interaction pour les paires, chaque paire de Cooper se comportant comme si elle était indépendante des autres. C'est un peu comme la théorie des oscillateurs harmoniques indépendants, des choses de ce genre. C'est toujours plus facile à traiter comme ça. À partir de la construction de ce Hamiltonien, donc je ne vous donne pas le détail du calcul, mais on obtient deux grandeurs qu'on rencontre tout le temps. Une notée epsilon prime k, qui est epsilon k, c'est-à-dire l'énergie d'un électron d'impulsion k, moins epsilon f, l'énergie de Fermi. Une autre grandeur qu'on rencontre dans cette construction est notée delta k, et elle a la somme, pour un cas donné, pour une impulsion donnée, du potentiel d'interaction, ici, qu'on décrit comme un potentiel VKK', un potentiel qui dépend de l'impulsion des deux électrons, et qui n'a de valeur non nulle que pour des valeurs sensiblement opposées et sur la surface de Fermi. On fait la somme de ces potentiels fois les opérateurs de création-destruction des états, et on obtient une grandeur notée delta K. Ensuite, la prochaine étape est de trouver les états propres de cet Hamiltonien, c'est-à-dire les états ayant une énergie bien définie. Pour ça, on peut prendre une base pour les paires. Alors, on prend comme base 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 0, 0, ça veut dire que la paire n'est pas occupée, donc il n'y a pas d'électron dans cet état. 0, 1, 1, 0, il y a un électron qui est dans l'état d'impulsion K donné, et 1, 1, on a une paire de Cooper. Quand on fait le calcul des états propres de cet Hamiltonien, on trouve que 0, 1 et 1, 0, donc, qui se comportent alors comme un électron libre normal, pas supraconducteur, ont une énergie propre qui est epsilon prime K. Et on obtient deux états, notés psi K pour l'impulsion donnée, plus et moins, qui sont une combinaison des états 0, 0 et 1, 1. Et avec une énergie lambda plus ou moins, qui est donnée par epsilon prime K plus ou moins la racine carrée de epsilon prime K carré plus delta K carré. Si delta K est égal à 0, c'est une somme sur les potentiels d'interaction, donc ça correspond à un cas où il n'y a pas ces interactions longue distance. Si delta K est égal à 0 partout, on a un métal normal, non pas supraconducteur. L'énergie minimale, c'est epsilon prime K, et donc il n'y a pas d'état favorisé. Il y a des états 1 ou 2 électrons, mais ça se comporte comme des états normaux. Si par contre les delta K sont non nuls, alors on a une énergie minimum qui est donnée par epsilon prime K moins cette racine carrée, et qui donc est favorisée, c'est l'état de base. Il est obtenu par une superposition des états 0, 0 et 1, 1, 1. Donc toujours bien se rappeler que c'est une combinaison des deux états, 0 et 1, 1, avec cette énergie minimum. Puisqu'il y a les 0, 0, 0 et 1, 1, il y a une certaine probabilité que l'état 1, 1 soit occupé, c'est-à-dire une certaine probabilité d'avoir une paire de Cooper. On le calcule facilement à partir des équations. On obtient la probabilité d'avoir une paire d'impulsion K
est 1 demi fois 1 moins epsilon prime k divisé par EK, où EK est égal à ceci. On peut aussi calculer, puisqu'on a les états propres, on a les énergies correspondantes, on peut calculer l'énergie qu'il faut fournir à un état paire de Cooper pour donner un état avec un seul électron, un état normal. Mais évidemment, le nombre d'électrons est conservé. Il faut donc arriver à 2 états. Donc il faut fournir 2 fois la différence d'énergie. Et on trouve que la différence d'énergie, et non pas EK, mais 2 fois EK. C'est l'énergie d'excitation qu'il faut fournir aux paires de Cooper pour passer dans un état normal. Et donc ça, c'est l'énergie de gap, notre fameuse énergie de gap, constatée dans les semi-conducteurs, dans les supraconducteurs. Et donc la théorie, là, donne déjà un élément observé expérimentalement, le passage d'un état supraconducteur à un état normal avec une certaine énergie de gap, 2 fois EK. Voilà, alors nous continuerons dans la prochaine vidéo. Nous parlerons du changement de phase, supraconducteur normal, qu'impliquent ces résultats. Nous verrons cela, ainsi que d'autres résultats. Je vous remercie.